est-il maintenant des enfants qui érigent une tente? Vous savez bien que les enfants adorent ériger des tentes, faire des fausses cabanes, etc. En fait, il convient d'éduquer ces enfants dans ce domaine comme dans le reste. En tout cas, ceux qui ont atteint l'âge de l'éducation. Qu'est-ce qu'on appelle au fait? Dans toutes ces lois, de la Torah, du Shabbat, de la cacheroute, quand on vous dit ayant atteint l'âge de l'éducation, de quel âge à votre avis on parle? Non, c'est trop tard. Si vous n'avez pas éduqué votre gosse avant la bar mitzvah, alors après la bar mitzvah, il sera mal élevé. Alors, il y a une déra qui dit, comme vous dites, à partir de l'âge de 3 ans, en tout cas, ça c'est pour au devoir des parents. Mais la vérité, c'est que ce qu'on appelle l'âge de l'éducation au sens maassi, au sens obligatoire, c'est selon les avis, c'est 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans, un dicton populaire français dit que 17 ans, c'est l'âge de raison. Bon, en tout cas, la Torah, le Rambam, il fait démarrer ça à l'âge de 6 ans. D'où on sait ça? Ben, si par exemple un enfant, il est insolent, comme Baruch Hashem, c'est très très fréquent dans la génération, et qui dit non à ses parents, d'après la halakha pure et dure, d'après le Rambam, on n'a aucune obligation de lui donner à boire et à manger. Ah, tu dis non? Alors tu n'as qu'à travailler pour gagner ta vie. Bon, je vous rassure, même d'après le Rambam, il y a quand même une obligation de le vêtir et de le nourrir, mais pas en tant qu'obligation de le nourrir, en tant que l'obligation de faire la tzedaka. C'est pas la même obligation. C'est par pure bonté. C'est-à-dire, comme l'enfant, il est marouj, comme on dit dans la langue de nos aïeux, n'est-ce pas? Il est tordu. Alors, s'il est tordu et qu'il est trop jeune pour comprendre qu'il est tordu, alors, ok, on va être cool. On va lui dire, bon, je te donne de quoi boire et manger, mais uniquement parce que je te fais de la tzedaka. Tu mérites même pas. Quoi? Moi, je ne mérite pas, mais tout le monde. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire sourire. Un jour, je vais timidement voir mon père. C'est dégueu à la fin. Et je lui dis, papa, tu sais, j'ai des copains. Et ils m'ont dit que c'est une bonne chose, c'est très répandu de donner l'argent de poche. Mon père, il me regarde comme ça. J'avais quoi? J'avais 7 ans. Il me dit, l'argent de poche, qu'est-ce que c'est ça? Là, il ne savait pas ce que c'est. Je lui dis, c'est voilà, c'est pour que l'enfant il se responsabilise et qu'il apprenne à gérer en lui donnant un peu d'argent, mais pas beaucoup, hein, genre, j'ajoute, c'est pour me couvrir des représailles. Et mon père qui me regarde avec un air amusé, il me dit, alors il y a des parents qui donnent l'argent de poche à leurs enfants, comme ça, pour aucune raison, sans qu'ils fassent quoi que ce soit pour le mériter. Je ne sais plus quoi répondre. Je lui dis, ouais, mais c'est cool, c'est bien. Il dit, tu veux que je te dise, mon fils, ces parents-là, ils n'aiment pas leurs enfants. Alors, j'avais rien compris. Je lui dis, pourquoi ils n'aiment pas? Au contraire, s'ils leur donnent de l'argent, c'est qu'ils les aiment. Il dit, non! S'ils donnent de l'argent sans enseigner à son enfant qu'il faut mériter quelque chose, ils n'aiment pas leur enfant. Ils vont faire souffrir un jour leurs enfants. Et d'ailleurs, les enfants se vengeront, c'est eux qui feront souffrir leurs parents. Si tu aimes vraiment ton enfant, un jour tu seras père de famille, me dit-il. Et si tu aimes vraiment ton enfant, ne lui donne jamais de l'argent de poche pour rien. Par contre, tu as besoin d'argent, mon fils? Tu veux le gagner? Pas de problème. Mérite-le et tu auras de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent de poche. Ce n'est pas cette définition-là, comme ça pour rien. Alors évidemment, j'étais quand même un petit peu éveillé. J'ai compris la nuance. Alors, je dis, oui, tu veux dire qu'en fait, il faut le mériter. Je dis, ouais. Alors je lui dis, mais je suis prêt à le mériter. J'avais quand même le sens des affaires, puisque je négociais. Et je suis prêt à le mériter, dis-moi ce qu'il faut faire. C'est très simple. Voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne bouges pas de la maison sans avoir fait un pérec de ceci, un pérec de cela, un pérec... Et là, tu gagneras ton argent de poche, il n'y a pas de problème. Eh bien, croyez-le ou non, c'est comme ça que je me suis habitué à m'imposer un rythme d'études, alors que j'étudiais déjà avec lui le Shabbat. Mais le Shabbat, il n'était pas question de gagner de l'argent. Pour aller pour l'étude. Donc ça, c'était très malin, en fait.
Il dit, oui, tu veux gagner de l'argent, ben, tu étudies la Torah en semaine, et pas que le Shabbat. Et c'est comme ça que je me suis mis à étudier tous les jours de la semaine, un petit peu. Évidemment, c'était très rentable, relativement. Et j'ai appris que, grâce à ça, que dans la vie, il faut mériter les choses que l'on gagne. Et c'est évidemment un service qui nous a rendu, et c'est le même service que j'ai essayé de communiquer à mes enfants. Alors, ils ont été encore moins convaincus que moi, mes enfants, parce qu'évidemment, entre-temps, toute une génération a été compromise et par cela. Et mon fils, le dernier, il a carrément... C'était, comme on dit vulgairement, c'était carrément les boules. Hein. Mais c'est pas grave, il a compris. Et maintenant, bon, maintenant c'est lui qui me dit, non, papa, je veux pas. Alors, je dis, ah tiens, tzaddik. Il me dit, non, je suis pas tzaddik, mais je veux pas. Je veux étudier juste pour étudier. Je dis, pour la peine, tu auras quand même des cadeaux d'une autre manière. Mais il faut apprendre à un enfant à mériter les choses. Donc, tout ça, c'était une longue parenthèse pour vous dire, c'est quoi l'âge de l'éducation? L'âge de l'éducation, c'est l'âge où un enfant, il peut commencer à comprendre que pour mériter quelque chose, il faut faire des efforts. Que ça ne lui tombe pas du ciel. Apprendre à un enfant à mériter les choses, c'est le préparer à être quelqu'un de bien, qu'on soit garçon ou fille d'ailleurs. Et c'est important. Et donc, l'âge de l'éducation, selon, encore une fois, les décisionnaires, c'est donc 6 ans ou 7 ans. Et c'est aussi l'âge, par exemple, pour commencer à jeûner. On dit qu'avant l'âge de 6 ou 7 ans, bon, c'est pas trop recommandé parce qu'un enfant, il a besoin vraiment d'équilibrer toute la partie nourricière comme ça. Il faut nourrir son corps. Mais habituer un enfant à jeûner quelques heures jusqu'à ce qu'il soit vraiment en âge de tenir le coup, c'est bien, pour l'habituer de manière progressive. Si un enfant n'a jamais rien fait, aucune mitzvah jusqu'à l'âge de 13 ans, et tout d'un coup vous lui dites, tu sais maintenant mon fils c'est un homme, tu es bar mitzvah, tu dois faire ça, ça et ça et ça, vous allez le rendre fou, vous allez le rendre malade, on va du jour au lendemain, donc il faut y aller progressivement. Et c'est d'ailleurs la devinette que je donne aux enfants. Pour quelle raison les sages ont institué qu'on devient bar mitzvah, et non pas on fait sa bar mitzvah, on devient juridiquement bar mitzvah pour les garçons à l'âge de 13 ans, pour les filles à l'âge de 12 ans. Pourquoi? D'abord parce que la nature d'un garçon et d'une fille n'est pas la même, et qu'il y a dans certains domaines une maturité plus rapide chez les filles que chez les garçons, et que les Chachamim en prennent acte, et c'est la raison pour laquelle on dit aux parents, il faut 12 ans à des parents pour une fille, et 13 ans à des parents pour un garçon, pour leur enseigner ce que c'est que d'être quelqu'un de bien. On a besoin de ce nombre d'années-là. Et si on n'a pas fait ça pendant les 13 années requises ou 12 années requises, dès le lendemain de la bar mitzvah, de la bat mitzvah, on commence à payer la facture. Parce qu'on n'a pas été présent pour ses enfants, parce qu'on n'aura pas inculqué les voies. Alors c'est vrai que c'est pas facile d'éduquer un enfant. Et dans cette génération, c'est bien pire encore que dans la nôtre, ça je vous le confirme. Mais à cause de cela, certains parents baissent les bras. Vous savez pourquoi certains parents baissent les bras? Pour une seule raison. C'est parce qu'ils sont nés dans une génération, une foutue génération, où l'on a inventé des notions révolutionnaires telles que l'enfant roi. Dixit Dolto et toute la bande de ces soi-disant grands sociologues et psychologues et pédagogues. Ils ont fait de l'enfant quelqu'un qui devient un futur terroriste, un futur dictateur, qui impose tout. Tout est normal. Le siècle de l'arrogance. Et si on a de plus en plus des pays qui sont ingérables et que cette difficulté de gérer va amener malheureusement immanquablement à la guerre, ça nous pend au nez, hein, pas qu'en Israël ou en Ukraine. C'est malheureusement la 3e guerre mondiale qui est à nos portes. Je ne sais pas quand, comment, mais ça c'est quasi inéluctable. Et c'est pas à cause de problèmes économiques, encore moins à cause des problèmes de territoire, tout ça c'est de la blabla. La vraie raison pour laquelle il y aura la guerre, c'est parce qu'on a une génération d'enfants insupportables qui deviennent à tour des terroristes, qui veulent imposer à tout leur pays, à toute leur famille, à toute leur communauté, à tout leur peuple, ils veulent imposer la loi. Et quand on veut imposer par la force, la seule manière de se calmer, malheureusement, c'est une guerre. Et en disant ça, je ne suis pas heureux, hein, je suis pas content de cela. N'allez surtout pas vous imaginer un seul instant
qu'on est heureux de cela et qu'on est des va-t-en-guerre, pas du tout. Mais c'est ce que nous expliquent nos sages. La guerre, c'est malheureusement la seule et unique chose qui contraint tous ceux qui ne veulent pas être raisonnables et veulent se prendre pour Dieu et imposer aux autres leur volonté. Dès que quelqu'un est à sa façon un peu dictateur, que le dictateur soit un vrai terroriste en armes, ou que ce soit un syndicaliste, ou que ce soit un insoumis politique, tous ces dictateurs-là, c'est eux qui embrasent les esprits, c'est eux qui dressent les uns contre les autres les différentes parties de la société, et c'est eux qui malheureusement vont générer je dis même plus les risques de guerre, mais les probabilités de guerre. Pas plus tard que cette semaine, un grand dirigeant européen, on ne va pas dire pour être pas trop lourd, a dit carrément qu'il envisage de mettre des troupes et de créer des synergies entre pays européens pour empêcher la Russie de... Quoi je me mêle? T'as des problèmes dans tes banlieues, tu veux faire le gendarme en Russie. Cette folie stupide, incroyable, de se mêler des autres quand on est incapable de les gérer chez soi, c'est vraiment incroyable, incroyable. Sans en prendre position d'ailleurs entre la Russie et l'Ukraine, qui sont deux pays, j'allais dire, grands et vaccinés, qu'ils ont déjà donné dans le monde entier, dans l'histoire, leur guerre. Et nous, les Juifs, on est bien placés pour le savoir, puisqu'on a été aussi bien massacrés par les premiers que par les seconds. Même si à tour de rôle, il y a eu des changements après. Mais donc, tout d'un coup, ça deviendrait une urgence nationale. C'est incroyable. On se mêle de ce qui se passe en Israël sous prétexte de territoire. Et là, quand il s'agit d'un conflit qui n'a rien à voir avec l'Europe, on se mêle encore et encore et encore. Mais à force de faire ça, de se mêler toujours des affaires des autres, c'est exactement la manière dont sont générées toutes les guerres de l'humanité. Laisse les gens qui ne sont pas d'accord entre eux se débrouiller entre eux. Laisse-les, comme des grands. Que chacun assume le fait de faire la guerre ou de se défendre. De quoi je me mêle? À quoi ça ressemble? Vous êtes en train de vous disputer avec votre femme, avec votre mari, et quelqu'un de l'extérieur rentre à la maison, et il dit « Ah, tu ne devrais pas parler comme ça à ta femme. » ou « Attends, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Mais ça va pas, non? Tu peux donner des conseils bienveillants, peut-être en dehors, mais pas devant l'intéressé. Alors c'est ce que sont devenues aujourd'hui les relations internationales pour tous ces gens qui se prennent pour des dieux et qui, en fin de compte, Dieu va leur montrer, à tour de rôle, qu'ils ne sont pas du tout des dieux, ils ne sont même pas malheureusement, parfois des êtres humains. Ils n'ont plus d'humanisme ou d'humanité en prétendant le contraire. On ne peut pas toujours dans la vie prétendre une chose et son contraire et être des chassidim de la contradiction permanente. Bon, enfin, je referme cette parenthèse. Et les enfants, pour revenir sur les enfants qui érigent une tente, on disait qu'il convient d'éduquer ces enfants ayant atteint l'âge de l'éducation, donc 6 ou 7 ans, et de ne pas dresser de tente, même passagère. Cette interdiction s'appliquera aussi bien avec des tentes pliantes, dotées d'armatures en aluminium, qu'avec des draps ou des couvertures que les enfants ont l'habitude d'étendre pour utiliser l'espace libre et ombragé. Ceci sera défendu aussi bien à l'air libre que dans une maison ou tout autre espace qui est recouvert d'un toit. Aussi, il sera interdit d'édifier ce genre de construction, même si l'on déploie un toit sans parois, par exemple lorsqu'on étend un tapis ou une couverture sur des piliers. Pourquoi? C'est des enfants. Mais tout simplement parce que, je le répète, les enfants, on ne va pas leur apprendre la halakha et la Torah une fois qu'ils ont passé l'âge de la bar mitzvah. Il faut les habituer. On avait vu, si vous vous souvenez, pour les anciens, quand on avait étudié la fête de Sukkot, que par exemple, on n'a pas le droit d'acheter un loulav qui ne soit pas soul pour un enfant. C'est le loulav. Pourquoi? Parce que si un enfant qui n'est pas idiot a compris que pour que ça vous coûte moins cher, vous achetez un loulav pas soul, voire même vous l'avez gratos, qu'est-ce que l'enfant va retenir de cela? En son âme d'enfant. Qu'il y a des situations où on peut faire semblant de faire une mitzvah.
et que, genre, parce qu'on n'est pas barisa, bon, alors on peut. C'est enseigner le mensonge. Un père ou une mère ne sont pas là pour enseigner le mensonge à leur enfant. Au contraire. Et c'est pourquoi il faut payer un loulav à son enfant. Ce que nous avons fait pour tous nos enfants d'ailleurs. Et surtout pas un loulav passoul, ma putain. Si on a beaucoup d'enfants, ça a un certain coût. On n'est pas obligé de payer un loulav à 200 euros. Hein. L'abîme, à partir de 30 euros, vous avez des loulavim. Hein. D'accord. Mais en tout cas, il faut les payer. Il faut le payer. Il faut qu'au contraire, qu'un enfant il comprenne que pour une mitzvah, il faut y mettre le prix. Sinon, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner comme ces gens-là qui vont prendre les pauvres un week-end à Dubaï. Vous imaginez ce que ça coûte un week-end à Dubaï? Et quand ils payent une place de Kippour ou un loulav, ils commencent à pleurnicher. Ah, c'est cher cette année. Heureusement que je suis rabbin, sinon j'aurais envie de les tuer, ces gens-là. C'est incroyable. Tu vas prendre un week-end à Dubaï qui va te coûter une fortune et tu es en train de discuter pour un loulav ou pour une place de Kippour. Tu devrais avoir honte de toi. En général, ce genre de gars n'a pas honte du tout. En tout cas, bien qu'il soit permis de jouer au Lego pour les enfants, il faudra prendre soin de ne pas bâtir de maison avec ces Legos d'une hauteur qui serait supérieure ou égale à 8 cm pour déposer des jouets ou autres objets dans l'espace obtenu. Ceci serait considéré comme une tente prohibée. Encore une fois, si le gosse il l'a fait quand vous avez le dos tourné, il n'y a pas mort d'homme. Mais en termes d'éducation, habituez les enfants à faire les choses bien. Soyez, comme on dit chez nous, samet. Soyez derrière, en bon français, une douce pression. Soyez pas violent, soyez pas grossier, soyez pas... ne l'étouffez pas, évidemment. Éduquer n'a jamais signifié créer un espace vital de stress. Non, pas du tout. Il ne faut pas être derrière l'enfant au point de l'empêcher de vivre. Mais il faut quand même exercer une douce pression constante pour lui faire comprendre que pour grandir droit, eh ben, il faut, comme dans une plante, il faut un tuteur. Il faut être là. Il faut être là. Oui. Par exemple, un garçon de 9 ans, Oui. on doit l'obliger à aller à la synagogue vendredi soir et samedi matin. L'obliger. Le mot est presque devenu tabou dans cette génération. Est-ce qu'on peut obliger? On va l'inciter d'une manière pressante, oui. Il ne faut pas l'obliger, il faut juste ne pas lui donner le choix. Vous voyez, c'est tout dans l'art et la manière. Il faut, si c'est votre fils par exemple, vous lui dites, oh mon chéri, qu'est-ce que je suis heureuse et fière de toi quand tu vas. D'ailleurs, au passage, il faut dire la même chose à son mari. Pas que à son fils. Alors vous allez me dire, pourtant, une femme, elle n'est pas censée éduquer son mari. Nachon, mais l'élever, oui. L'élever, oui, oui. Parmi toutes les fonctions multiples et très nobles qu'une femme peut remplir dans un couple et doit remplir dans un couple, la fonction la plus grande, c'est celle de faire de son homme quelqu'un de plus grand et de meilleur. Il n'y a pas mieux sur la terre qu'une femme pour arriver à ce résultat. Elle a tout ce qu'il faut pour, paraît-il. Le problème, c'est qu'il y a des femmes qui savent qu'elles ont tout pour, mais pour faire tourner la tête des autres hommes. Ben ça, c'est pas cachère. Et par contre, pour faire grandir son homme et le rendre meilleur, mais croyez-moi, que non seulement c'est le plus sûr moyen pour lui de grandir, mais c'est le plus sûr moyen de vous aimer et de vous adorer. Parce que quand un homme voit qu'il est devenu plus grand grâce à vous, croyez-moi qu'après Dieu, c'est vous. Hein, je vous donne un petit tuyau comme ça. Croyez-moi que c'est très sérieux. Bien, bien, bien. Donc ces interdictions, évidemment, s'appliqueront aussi bien pour l'édification que pour la destruction de ces différentes tentes et constructions. De même qu'il est interdit de construire, donc il est interdit de détruire. Très bien.